bonsoir à tous. Ce soir, nous plongeons au cœur d'une affaire glaçante, une disparition qui continue de hanter les esprits. Mais avant de commencer, si vous souhaitez soutenir ce travail d'investigation, n'oubliez pas de vous abonner et de rester actif. Cela fait toute la différence. Merci infiniment pour votre soutien. Tout commence dans la nuit du 25 au 26 novembre 2022, dans la paisible commune française de Praec, nichée dans le département des Deux-Sèvres. Ce village tranquille, d'ordinaire étranger aux tragédies, allait devenir le théâtre d'un mystère effrayant. Ce soir-là, un jeune couple disparaît sans laisser la moindre trace. Leslie Hurelbeck, 22 ans, et Kevin Trompa, 21 ans. Rien ne laissait présager ce qui allait suivre. Ce jour-là, Leslie et Kevin étaient arrivés à Praec avec une intention simple et innocente. Profiter de quelques jours de repos loin de l'agitation, retrouver des amis, se ressourcer. Une parenthèse, une pause bien méritée dans une vie de jeunes adultes en construction. Mais au lever du jour, tout bascule. Leurs affaires personnelles sont toujours là. Aucun signe de lutte. Mais Leslie et Kevin se sont volatilisés. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Quel secret se cache derrière les façades calmes de cette commune rurale? Ce récit va vous dévoiler les zones d'ombre d'une affaire qui a bouleversé une communauté tout entière. Leslie Hurelbeck était originaire d'une petite ville voisine de Praec. Elle y avait grandi, entourée de l'amour de sa famille. Son enfance, marquée par la chaleur maternelle, était remplie de souvenirs heureux. Sa mère, toujours présente, l'avait encouragée à cultiver ses passions. Mais à la mort de cette dernière, Leslie avait vacillé. C'est son frère jumeau qui l'avait alors aidé à garder le cap, à se reconstruire, à ne pas sombrer. Leur lien était indéfectible, fusionnel, presque télépathique. Ils partageaient tout, les peines, les joies, les secrets. Leslie était une jeune femme solaire, dotée d'une rare empathie. Elle savait créer des liens, briser les silences, comprendre les autres sans jugement. Son amour pour les animaux était connu de tous. Son chien, Onyx, n'était pas simplement un compagnon, c'était une extension d'elle-même. Elle disait souvent qu'il ressentait ses émotions mieux que quiconque. Refusant l'inaction après ses études, Leslie avait décidé de lancer sa propre entreprise de peinture intérieure. Ce projet, elle y avait mis toute son énergie, toute son âme. Peu à peu, les clients s'étaient multipliés. Elle en était fière. Ce n'était pas seulement un gagne-pain, c'était son indépendance, sa victoire personnelle. Kevin Trompa, lui, avait grandi dans un contexte bien plus difficile. Son père, incarcéré durant son enfance, avait laissé un vide immense. Très tôt, Kevin avait dû devenir un pilier, un soutien pour sa famille. Il dissimulait ses blessures derrière une volonté farouche de ne pas faillir. Malgré les épreuves, il était resté doux, bienveillant, tourné vers les autres. Il aimait la nature. S'évader. Marcher. Respirer. Il passait de longues heures à faire du vélo, à explorer les forêts environnantes, à rêver d'une vie simple et libre. Ce rêve, il l'avait matérialisé en achetant un vieux fourgon Mercedes Sprinter. Il avait commencé à l'aménager lui-même, avec l'espoir d'un jour partir sur les routes, travailler à distance, vivre autrement. Le destin de Leslie et Kevin s'est scellé lors d'une soirée organisée par un ami commun, Tom Trutt. Une rencontre sans prétention. Quelques échanges banals. Mais rapidement, quelque chose de profond s'est créé. Leslie parlait de son entreprise, Kevin évoquait ses projets nomades. Ils se sont reconnus, sans artifice, dans leurs ambitions, leurs doutes, leur sincérité. Leur histoire d'amour a pris racine rapidement. En quelques semaines, ils étaient inséparables. Chaque instant libre, ils le passaient ensemble. Ils rêvaient, faisaient des projets, imaginaient des voyages. Leslie adorait le fait que Kevin partage sa passion pour les animaux. Kevin, lui, admirait sa franchise, sa force intérieure. En novembre, ils décidèrent de s'offrir un court séjour. Un break. Et c'est Praec qu'ils choisirent. Une bourgade de Nouvelle-Aquitaine, à peine plus de 2000 habitants. Un lieu calme, apaisant. Le plan était simple, passer une nuit sur place, puis filer à Bordeaux, une ville qu'ils rêvaient de découvrir ensemble. Pour cette nuit du 25 novembre, ils séjournèrent chez deux amis, Tom Trutt et Nicolas Renaud. Les maisons de ces derniers n'étaient séparées que d'une dizaine de mètres. Ce soir-là, ils arrivèrent à Praec, déposèrent quelques effets personnels chez Tom, puis se rendirent chez Nicolas, accompagnés comme toujours par Onyx, leur fidèle chien. Ils n'avaient pris que le strict nécessaire, quelques vêtements, quelques objets. L'ambiance chez Nicolas était détendue. Un peu de musique, quelques verres, des conversations sans urgence. Leslie et Kevin semblaient sereins, légers. Ils parlaient de leurs projets, riaient. Rien n'indiquait le moindre trouble. Nicolas les avait accueillis avec chaleur, et selon ses dires, la soirée s'était déroulée dans une totale normalité. Vers 3 heures du matin, le couple décida de rentrer dormir chez Tom. Nicolas leur proposa de rester, mais ils déclinèrent poliment.
Ils préféraient dormir dans la maison où leurs affaires se trouvaient. Onyx trottinait à leur côté. Leslie ne se séparait jamais de lui. Ce départ, en apparence anodin, marqua pourtant le début d'un cauchemar. Car ce fut la dernière fois que quelqu'un les vit vivants. Chez Tom, tout était resté intact. Leurs vêtements, leurs effets personnels, chaque objet à sa place comme figé dans le temps. La maison ne se trouvait qu'à une dizaine de mètres de celle de Nicolas. Il semblait donc évident qu'ils allaient y arriver sans encombre. C'est vers 3 heures du matin que Leslie, Kevin et leur chien Onyx quittèrent calmement la maison de Nicolas pour regagner celle de Tom. Ce fut la dernière fois qu'ils furent aperçus vivants. Ils n'arrivèrent jamais chez Tom. Rien ne laissait deviner une fuite ou un départ précipité. Leurs affaires n'avaient pas bougé. Leur absence, dès les premières heures du matin, plongea leurs proches dans l'incompréhension. Leslie et Kevin ne donnaient plus signe de vie, un silence assourdissant totalement incompatible avec leurs habitudes. C'était alarmant, inquiétant. Et cela n'avait rien d'un simple malentendu. Nicolas raconta aux enquêteurs que la soirée avait été calme, détendue. Aucun comportement étrange, aucun signe avant-coureur. Quand les gendarmes fouillèrent la maison de Tom, rien ne les alerta, pas de traces de lutte, pas d'objets déplacés, aucun indice apparent. Tout semblait indiquer que Leslie et Kevin avaient quitté les lieux avec l'intention de revenir très vite. Et pourtant, ils n'étaient jamais revenus. C'est ainsi que débuta une enquête qui allait, de jour en jour, s'enfoncer dans une complexité inattendue. Leur famille le savait, Leslie et Kevin n'auraient jamais disparu de leur plein gré, sans avertir personne. Leslie était inséparable de son frère jumeau, avec qui elle échangeait quotidiennement. Kevin, lui, informait toujours ses proches de ses moindres déplacements. Rien, dans leur comportement, n'indiquait une fuite volontaire. Dans un premier temps, les enquêteurs envisagèrent malgré tout la possibilité d'un départ spontané. Mais très vite, cette hypothèse fut balayée par les familles. Aucune affaire n'avait été emportée. Aucune trace ne laissait supposer un projet de départ. Les deux jeunes avaient laissé derrière eux tout ce qui leur était précieux. Face à cette disparition inexpliquée, les forces de l'ordre mirent en place une vaste opération de recherche. Les bois, les champs, les routes secondaires, les sentiers isolés, chaque recoin fut inspecté méthodiquement. Les gendarmes ne furent pas seuls. Des bénévoles, des habitants du village, des amis de la famille s'étaient mobilisés en masse. Tous connaissaient bien la région, ses moindres chemins, ses bâtiments abandonnés. Tous avaient un seul but, retrouver Leslie et Kevin. Ils fouillèrent les ravins, explorèrent les hangars, arpentèrent les pistes boueuses, appelèrent dans les forêts silencieuses. Mais rien. Pas un indice. Pas une empreinte. Pas une trace de passage. C'était comme si les deux jeunes s'étaient évaporés. Les enquêteurs interrogèrent le voisinage. Avait-il entendu des cris, des bruits suspects, des véhicules en pleine nuit? Rien. La nuit avait été calme. Aucun témoin, aucun son suspect, aucun élément concret ne venait alimenter la piste policière. Mais les familles refusèrent de se résigner. Elles multiplièrent les affiches, placardèrent les murs, sollicitèrent les réseaux sociaux. Elles contactèrent les médias, lancèrent des appels à témoins. Très vite, la presse locale s'empara de l'affaire. Les visages souriants de Leslie et Kevin apparurent dans les journaux, à la télévision. Et la pression publique monta. Avec chaque jour qui passait, l'angoisse des proches se faisait plus lourde, plus insupportable. L'idée que Leslie et Kevin aient pu s'éloigner de leur plein gré devenait de moins en moins plausible. Les enquêteurs commencèrent à recueillir des fragments d'informations, des détails contradictoires, des rumeurs à peine murmurées. Mais rien de concret ne permettait de faire avancer l'affaire. Puis survint un élément troublant. 12 heures après la dernière apparition du couple, une activité fut détectée sur le téléphone de Leslie, dans la ville de Niort, à environ 15 km de Prague. Les forces de l'ordre dépêchèrent aussitôt une équipe sur place. Ils interrogèrent les riverains, inspectèrent les itinéraires possibles. Mais aucun témoin. Aucun signal. Le néant. 3 jours plus tard, une nouvelle alerte fut enregistrée. Cette fois, c'est le téléphone de Kevin qui se manifesta, à Foura, une station balnéaire située à plus de 80 km du point de départ. L'inquiétude grandit. Ces téléphones avaient-ils été déplacés par une tierce personne? Les enquêteurs élargirent le périmètre de recherche, interrogèrent les habitants de Foura, passèrent la zone au peigne fin. Mais là encore, aucune piste tangible. Après cela, le silence. Les deux téléphones cessèrent toute activité. Les enquêteurs perdirent leur dernier lien avec le couple. C'est à ce moment que l'enquête prit un tournant décisif. Le 8 décembre, un employé d'un centre de traitement des déchets à Puyraveau contacta les autorités. Il avait découvert, au fond d'une benne, plusieurs objets personnels liés à Leslie et Kevin. Parmi eux, le pass de voyage de Kevin, des vêtements appartenant à Leslie, ses outils de travail, et même sa trousse de maquillage. Des objets intimes, essentiels, qu'aucun des deux n'aurait abandonnés sans raison. Les familles, alertées,
identifièrent immédiatement les affaires. C'était bien à eux. À cet instant précis, toute notion de départ volontaire fut écartée. Quelque chose de grave s'était produit. Quelqu'un avait voulu faire disparaître les traces. Et la police en était désormais convaincue, il ne s'agissait plus d'une disparition, mais d'un acte criminel. À la mi-décembre 2022, l'enquête prit un virage brutal. Ce qui avait commencé comme une disparition inquiétante devenait une affaire bien plus sombre. Les enquêteurs recentrèrent leur attention sur Tom Trullet, l'ami de Leslie et Kevin, celui qui leur avait offert l'hospitalité et qui figurait parmi les dernières personnes à les avoir vus vivants. Tom fut convoqué à plusieurs reprises, afin de préciser la chronologie des événements et de vérifier la cohérence de ses déclarations. Dans un premier temps, il affirma avoir quitté Prague le soir du 25 novembre pour se rendre à une fête dans la commune voisine de la crèche, et ne pas être revenu avant l'aube. Mais très vite, la technologie vint contredire ses propos. Les données de géolocalisation extraites de son téléphone révélèrent une toute autre réalité. Tom était resté à Prague toute la nuit. Ce décalage entre ses déclarations et les preuves numériques éveilla immédiatement les soupçons. Pourquoi mentir sur un détail aussi fondamental? En fouillant plus en profondeur, les enquêteurs mirent la main sur des échanges de messages entre Tom et Leslie. Un SMS en particulier, envoyé à 2h53 du matin par Leslie, attira leur attention. Elle y mentionnait ne pas se sentir bien, après avoir consommé une substance fournie par Tom lui-même. Ce message devint une pièce maîtresse du dossier. Jusqu'alors, Tom n'en avait jamais parlé. Ces nouveaux éléments changèrent radicalement la nature de l'enquête. Le 28 février 2023, Tom Trullet fut arrêté. Les autorités le soupçonnaient désormais d'avoir joué un rôle central dans la disparition du couple, voire d'être impliqué dans quelque chose de bien plus grave. Rapidement, l'étau s'élargit. Deux amis proches de Tom, Nathan Bad et Enzo Chalet, furent également placés en garde à vue. Ils habitaient tous deux à proximité du lieu où les affaires de Leslie et Kevin avaient été découvertes. Leur lien avec Tom, et leur présence dans la zone, renforça les soupçons des enquêteurs. Et lors des premiers interrogatoires, une vérité glaçante commença à émerger. Nathan et Enzo étaient bien plus impliqués qu'ils ne le laissaient entendre. Tout indiquait qu'ils avaient été à Prague la nuit du drame. La thèse d'un incident isolé devenait de moins en moins crédible. Le 2 mars, un quatrième homme fut arrêté, Stéphane Mathieu, une autre connaissance du groupe. Tous partageaient des liens étroits avec Tom. Tous connaissaient Leslie et Kevin. Tous avaient été vus ensemble à plusieurs reprises. Ces relations renforçaient l'hypothèse selon laquelle le crime avait été prémédité, pensé à plusieurs, organisé de manière méthodique. Lors de l'une des auditions, Tom avoua un fait troublant, il avait depuis longtemps des sentiments pour Leslie. Il déclara qu'elle lui plaisait beaucoup, mais que ses sentiments n'étaient pas partagés. Elle ne le considérait que comme un ami. Et lorsqu'elle avait entamé une relation avec Kevin, Tom avait vécu cela comme un rejet, une humiliation personnelle profonde. Ce ressentiment affectif fut aussitôt considéré par les enquêteurs comme un mobile potentiel, une rancune intime, transformée en vengeance sanglante. Mais les motivations ne se limitaient peut-être pas à l'émotionnel. L'argent entra rapidement dans l'équation. Karen Pratt, une proche de la famille de Kevin, informa la police que ce dernier avait sur lui 10 000 € en liquide, destinés à l'achat d'un véhicule. Tom était au courant de cette somme. Pour les enquêteurs, il était désormais plausible que ce facteur financier ait été déterminant. Confronté à ces soupçons, Tom affirma que Kevin était impliqué dans la vente de substances interdites, et qu'il lui devait une somme importante. Une déclaration vivement rejetée par la famille de Kevin, qui dénonça une tentative de diffamation, une manœuvre pour détourner l'attention et salir sa mémoire. Au fil des interrogatoires, les versions divergeaient, se contredisaient, s'embrouillaient. Certains suspects accusaient Tom d'avoir agi seul, d'autres affirmaient que tout le groupe avait participé. Mais aux yeux des enquêteurs, une chose devenait certaine. Leslie et Kevin n'avaient pas disparu par hasard. Ce qui s'était joué cette nuit-là, c'était un enlèvement prémédité, coordonné, impliquant plusieurs acteurs. Les reconstitutions permirent de mieux comprendre les faits. La nuit du drame, Leslie et Kevin étaient revenus chez Tom après avoir passé la soirée chez Nicolas. Tom, censé être à une fête à la crèche, se trouvait en réalité chez lui, attendant. Plus tard dans la nuit, un véhicule arriva devant sa maison. À bord se trouvaient Nathan, Enzo, Stéphane, et un autre individu prénommé Michael. Tous étaient complices. Tous savaient exactement ce qu'ils avaient à faire. À un signal donné par Tom, le groupe pénétra dans la maison. Ils étaient armés, marteau, barre de métal, couteau, et même une épée. Ils firent irruption alors que Leslie et Kevin étaient vulnérables, pris au dépourvu. Kevin fut attaqué en premier. Des témoins affirmèrent que Nathan et Tom l'avaient frappé violemment à coups de marteau et d'objets contondants. Leslie tenta de se défendre, mais Tom l'immobilisa rapidement. Le couple fut ligoté, puis embarqué de force dans un véhicule.
Onyx, leur chien, était toujours avec eux. Le véhicule prit la route en direction d'une zone isolée. C'est là que l'horreur atteignit son comble. Kevin fut roué de coups à l'aide de barres de fer et de marteaux. D'après les conclusions de la police, il succomba à ses blessures internes et externes. Leslie, quant à elle, fut séparée de lui. Plus tard, selon les témoignages recueillis, Tom mit fin à ses jours avec l'épée. Leurs corps furent dissimulés dans des lieux distincts. Kevin fut enterré dans un champ à Puyraveau. Le corps de Leslie fut caché dans une forêt proche de la commune de Vernier. Le sort de leur chien, Onyx, resta flou. Les suspects affirmèrent l'avoir relâché au bord d'une route. Mais les autorités doutèrent de cette version. En janvier 2023, les restes d'un chien furent retrouvés près de Prague. Ils correspondaient à la description d'Onyx. Toutefois, l'état de décomposition avancé empêcha toute identification formelle. La famille de Leslie, quant à elle, était persuadée qu'Onyx avait subi le même sort que ses maîtres. Pour eux, aucun doute, il avait été sacrifié avec eux, victime collatérale d'une barbarie préméditée. Après l'attaque et les meurtres, Tom et ses complices mirent en place un plan précis pour effacer toutes les traces. Tom retourna chez lui dans le but de faire disparaître toute preuve compromettante. Les autres membres du groupe, eux, reçurent pour mission de se débarrasser des effets personnels du couple. C'est ainsi que les objets de Leslie et Kevin se retrouvèrent à Puyraveau, dispersés, jetés dans une benne à déchets, comme si l'on tentait d'effacer leur existence. Les enquêteurs construisirent leur dossier autour de plusieurs éléments clés, le ressentiment personnel de Tom à l'égard de Leslie, la supposée dette que Kevin lui devait, et surtout la somme d'argent liquide que ce dernier portait sur lui ce soir-là. Une somme conséquente, 10 000 € qui aurait été, selon Tom, répartie entre les membres du groupe après l'assassinat. Ce détail ajouta un mobile financier à ce qui était déjà un crime d'une brutalité inouïe. Chaque nouvelle audition apporta des fragments supplémentaires à cette macabre mosaïque. Qui avait porté les premiers coups, qui avait donné les ordres, qui était resté passif. Mais les témoignages se contredisaient. Certains affirmaient que tout le monde avait participé à l'agression, d'autres désignaient seulement Tom et Nathan comme les principaux agresseurs. Ces contradictions compliquèrent l'enquête, mais n'en changèrent pas la nature, l'attaque avait été préméditée. Tom avait abusé de la confiance de Leslie et Kevin pour les attirer dans un piège. Ses amis l'avaient aidé à mettre en œuvre ce plan d'une violence méthodique. Chaque geste, chaque déplacement de cette nuit-là devint une pièce à conviction, un élément pour reconstituer l'impensable. Lorsque les autorités retrouvèrent les corps de Leslie Hurlbeck et Kevin Trompa, ils étaient enterrés dans 2 lieux différents. Le 3 mars 2023, les restes de Kevin furent découverts dans un champ, près de la commune de Puyraveau, à environ 90 km de Prague. Le lendemain, le 4 mars, le corps de Leslie fut localisé dans une zone boisée proche de Vernier, à quelques kilomètres à peine de l'endroit où Kevin avait été retrouvé. Les 2 sites de sépulture étaient situés dans des endroits isolés, difficiles d'accès. Les enquêteurs comprirent immédiatement qu'il s'agissait d'une tentative évidente pour dissimuler les preuves. Les médecins légistes furent dépêchés sur les lieux dès la découverte des corps. Leur mission était claire, déterminer les causes exactes de la mort et les circonstances qui l'entouraient. Les examens révélèrent que les corps se trouvaient dans un état avancé de décomposition. Pourtant, les signes d'une extrême violence demeuraient visibles. Les experts relevèrent de multiples fractures osseuses, des contusions étendues sur l'ensemble du corps. D'après leurs conclusions, ces blessures avaient été infligées à l'aide d'objets métalliques, barres de fer, battes de baseball, marteaux lourds. L'autopsie révéla également des plaies profondes, compatibles avec l'usage d'une grande lame, possiblement un couteau de chasse ou une machette. Tous ces éléments confirmaient que Leslie et Kevin avaient été soumis à un passage à tabac d'une brutalité sauvage, exécuté avec une cruauté sans retenue. Le rapport médical détermina que la cause de la mort, dans les 2 cas, était une hémorragie massive, due à une combinaison de traumatismes internes et de blessures externes. Les spécialistes s'accordèrent sur un point crucial, le couple avait été tué dans la nuit même de leur disparition. Concernant d'éventuelles agressions sexuelles, aucun indice ne fut relevé sur le corps de Leslie. Cette absence conforta l'hypothèse des enquêteurs, le mobile du crime n'était pas d'ordre intime, mais bien l'élimination délibérée du couple. Le rapport médico-légal souligna également la présence de marques de contention. Des éraflures aux poignets et aux avant-bras indiquaient que Leslie et Kevin avaient probablement été attachés ou maintenus de force avant l'attaque. Ces indices permirent aux autorités de reconstituer le déroulement probable des événements. Le couple avait été capturé, ligoté, transporté hors de Prague, puis massacré avec préméditation. Pour les familles, ces révélations furent un choc absolu, une confirmation effroyable de ce qu'ils redoutaient depuis des mois. Pour la justice, c'était la preuve irréfutable d'un double meurtre planifié et exécuté avec une violence inhumaine. Les légistes prirent soin de compiler chaque donnée avec rigueur, dans le but que, le moment venu, devant les tribunaux, aucun doute ne subsiste quant à la responsabilité des accusés.
Le 16 mars 2023, les obsèques de Kevin furent célébrées dans la commune de Niort. Famille proche, amis chers, voisins, connaissances, et même des anonymes venus après avoir découvert l'affaire dans les médias, tous s'étaient rassemblés dans un silence lourd de douleur. 2 jours plus tard, le 18 mars, une cérémonie fut organisée en mémoire de Leslie à La Rochelle. Là encore, une foule nombreuse était présente, portée par un besoin commun de témoigner leur soutien aux familles et de rendre hommage à 2 jeunes vies fauchées avec brutalité. Des fleurs furent déposées, des bougies allumées, des mots pleins de tendresse et de tristesse furent prononcés. L'atmosphère était à la fois lourde et solennelle. Ces adieux symbolisaient bien plus qu'un simple enterrement. Ils marquaient la fin des recherches, mais aussi le début d'une vague d'indignation et de colère. Lors des funérailles de Kevin, son père, Guy Trompas, prit la parole avec émotion. Il accusa publiquement les 5 suspects d'avoir brisé 2 familles, détruit des vies et semé une douleur irréversible. Ces paroles résonnèrent fortement dans l'assistance. Beaucoup partageaient son chagrin. Personne ne resta insensible. Dans les jours qui suivirent, Guy organisa une marche silencieuse en mémoire de son fils et de Leslie. Le cortège traversa les rues de Praec et des communes voisines. Lors de son discours, il évoqua la perte d'un fils comme une blessure que rien ne pourrait jamais refermer. Il insista, tous les responsables devaient répondre de leurs actes devant la justice, sans exception. Mais bientôt, Guy Trompas se retrouva lui-même au cœur d'une controverse. Il fut accusé d'avoir cherché à se faire justice lui-même. Selon les enquêteurs, il aurait discuté avec une femme de la possibilité de... Selon les autorités, Guy Trompas aurait envisagé de débourser jusqu'à 110 000 € pour faire disparaître les suspects impliqués dans la mort de son fils Kevin et de Leslie Hurelbeck. Une accusation grave qu'il a catégoriquement niée. Il déclara que si de telles conversations avaient réellement eu lieu, elles se seraient déroulées à son insu, sans sa participation ni son consentement. Il affirma ne s'être jamais engagé dans un tel projet. En juin 2023, Guy fut jugé pour ces allégations. Le tribunal le condamna à 18 mois de probation et lui interdit de posséder une arme pendant une durée de 5 ans. Toutefois, cette décision fut par la suite annulée, et Guy fut libéré. Malgré cela, des doutes persistèrent un temps dans l'opinion publique. Dans le sillage de cette affaire, une autre figure proche de Leslie entra en scène, Maria Teresa Garcia, une parente de la jeune femme. Sur les réseaux sociaux, elle publia des messages explicites, menaçant ouvertement les suspects. Elle affirma que si la justice ne faisait pas son travail, elle agirait elle-même. Ces déclarations provoquèrent une vague d'indignation, mais aussi un débat national. Les forces de l'ordre interpellèrent Maria Teresa. Durant leur enquête, ils découvrirent qu'elle avait, dans sa jeunesse, été liée à un groupe criminel. Elle avait même été soupçonnée dans une affaire de meurtre remontant à 1995, concernant la mort d'une femme, une affaire non résolue à ce jour. Malgré ses antécédents, après avoir été entendue par un juge, Maria Teresa fut relâchée. Lors de son audition, elle expliqua que ses paroles n'étaient que l'expression d'une immense douleur et d'un profond désespoir. Pour elle, la perte de Leslie avait fait ressurgir une rage qu'elle ne savait pas contenir. Ce n'était pas une menace, affirma-t-elle, mais un cri de détresse. Ces événements divisèrent l'opinion. Certains comprenaient la réaction des familles, submergées par le chagrin. D'autres estimèrent que les menaces, les accusations publiques et les prises de position radicales ne faisaient qu'entraver l'enquête et nuire à la justice. Mais une chose restait incontestable pour les proches de Leslie et Kevin, ils refusaient que leur mémoire soit oubliée. Ils exigeaient des réponses, des explications, et surtout, des condamnations exemplaires. En parallèle, les suspects principaux Tom Trullet, Nathan Bad, Enzo Chalet, Stéphane Mathieu et Michel Zadi demeuraient en détention provisoire. Tous attendaient leur procès pour répondre des chefs d'accusation de kidnapping, d'homicide et de dissimulation de cadavres. Pour les familles, ces audiences étaient bien plus qu'une formalité judiciaire. C'était l'unique opportunité d'entendre la vérité, de comprendre ce qui s'était réellement passé cette nuit-là, et de voir enfin la justice rendue. Dans cette attente, les proches de Leslie et Kevin poursuivirent leur combat. Ils s'efforcèrent de maintenir vivants les souvenirs des 2 jeunes. Ils partagèrent leurs projets, leurs rêves, les ambitions de Leslie pour développer son entreprise, et le désir de Kevin d'achever l'aménagement de son van pour parcourir la France. Ces évocations ajoutaient une dimension encore plus intime à la tragédie. Elles rappelaient au public que derrière cette affaire sordide, il y avait 2 vies pleines de promesses, brutalement interrompues. Les familles redoutaient que le temps efface l'émotion collective, que l'intérêt médiatique s'essouffle. Elles se mobilisèrent pour éviter tout ralentissement dans la procédure. Ce moment marquait la fin d'un chapitre, celui de l'enquête, des recherches, des mises en accusation. Ce qui venait ensuite serait décisif. Début 2025, le procès tant attendu débuta. Tom Trullet, Nathan Bad, Enzo Chalet, Stéphane Mathieu et Michel Zadi comparurent devant la cour. Ils étaient poursuivis pour enlèvement,
homicide aggravé et dissimulation de cadavres. Tous étaient toujours en détention. Le procès s'annonçait complexe, marqué par des dénégations partielles, des versions contradictoires et des témoignages qui s'opposaient. En droit français, l'homicide aggravé, surtout lorsqu'il est accompagné d'un enlèvement et d'une tentative de dissimulation des corps, est passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Cela signifie qu'un condamné ne peut demander une libération conditionnelle qu'après avoir purgé au minimum 30 ans de prison. Dans cette affaire, le ministère public réclama la peine maximale pour chacun des 5 accusés. Les procureurs insistèrent sur la gravité extrême des actes, sur la préméditation, la brutalité des violences infligées, et le caractère collectif de l'agression. La Cour devait désormais examiner l'ensemble du dossier, analyser chaque témoignage, chaque expertise, chaque élément de preuve. Le verdict serait rendu à l'issue de cette étude approfondie. Ce jugement, attendu avec angoisse et espoir, représenterait le moment de vérité. Pendant ce temps, les familles de Leslie et Kevin continuaient de patienter. Un espoir tenace les animait, que justice soit rendue, que ceux qui avaient brisé leur monde paient enfin pour leurs crimes.